Pendant sa phase d'approche en pleine tempête, Les deux pistes sont mouillées. Il y a de grosses turbulences. le vol American Airlines 1572 se retrouve privé d'une assistance primordiale. La tour de contrôle est fermée. Il y a une fuite à une des fenêtres de la tour. La tour avait été évacuée. C'était une situation très inhabituelle. Les enquêteurs de l'Agence de la sécurité des transports apprennent qu'un responsable s'est rendu dans cette tour inoccupée. Vous pouvez atterrir. Atterrissage à votre convenance. La piste semble dégagée. Quelques instants avant l'atterrissage, c'est la catastrophe. C'était quoi? Puis les deux réacteurs s'arrêtent. La fermeture d'une tour de contrôle a-t-elle mis en danger la vie des 78 occupants de cet avion? Dis-leur qu'on se pose. Mayday, Mayday, Mayday! Par une soirée orageuse de novembre, un appareil d'American Airlines vole à 35 000 pieds au-dessus de la Pennsylvanie. On est plus tranquille ici qu'à 33 000 pieds. Le commandant de bord, Kenneth Lee, un ancien pilote de l'armée, a déjà 10 ans d'expérience chez American Airlines. T'as raison. John Richards, son copilote, est aussi un ancien militaire. Il est entré dans l'aviation commerciale il y a 7 ans. C'était un équipage très expérimenté et qui connaissait très bien son appareil. Il pilote un McDonnell Douglas MD-83, un biréacteur à fuselage étroit. Il possède 2 turboréacteurs montés sur le fuselage arrière, une queue en T et une aile en flèche. C'est l'un des derniers appareils avec une connexion directe entre les contrôles du cockpit et les gouvernes. Prévenons la cabine qu'on descend. Oui, On entame la descente. Vous pouvez tout fermer et préparer l'atterrissage. d'accord. Veuillez attacher votre ceinture. Ce vol court, d'une durée de 2 heures, relie l'aéroport O'Hare de Chicago à celui de Bradley à Windsor Locks, dans le Connecticut. 5 membres d'équipage et 73 passagers sont à bord. Beaucoup rentrent chez eux. Pouvez-vous relever votre siège? Ce vol a commencé tout à fait normalement. C'était leur 2e journée d'une rotation en 3 étapes. American 1572, descente à votre convenance. Restez à 19 000 pieds. Descente à notre convenance à 19 000. American 1572. On descend. Ils ont prévu d'atterrir dans 25 minutes. Je récupère la tisse. Ici, information de Bradley. Victor 03. L'ATIS est un service automatique d'information. Il fournit aux pilotes des données essentielles sur l'aéroport, comme la météo et les approches. Piste 2-4 et 1-5. Les deux pistes sont mouillées. Ça souffle beaucoup. Bon. On va être chahuté. Préviens les passagers. Du mauvais temps est annoncé sur leur trajet. Mais rien que ces pilotes chevronnés ne soient capables de gérer. J'ai souvent rencontré le même type de vent et de météo que cet équipage. Ces vents allaient avoir un très fort impact sur l'appareil et allaient le malmener. Les 2 hommes connaissaient bien ces conditions météo et avaient assez d'expérience pour faire face à n'importe quoi. Nous entamons notre descente. On nous a signalé quelques turbulences modérées, alors nous serons un peu secoués. Tu me surveilleras. Ok, c'est bon pour moi. Les pilotes se préparent pour l'atterrissage. Si t'as un souci, tu cries. Il y a beaucoup de turbulences. Tu sais le poser? Les pilotes s'assistent mutuellement. En cas de problème, si l'un d'eux fait une erreur, l'autre la voit et la corrige. À 80 km de l'aéroport, le temps se dégrade. Quel déluge. J'ai vu ça. Le contrôle en route les avait déjà prévenus que des orages et des vents cisaillants les attendaient.
Le cisaillement du vent est un changement brutal de la vitesse ou de la direction du vent. Un phénomène qui peut devenir dangereux à proximité du sol. American 1572, descendez et restez à 4000. Je descends à 4000. 1572. Le vol 1572 sera le dernier atterrissage de la soirée à l'aéroport de Bradley. On approche à 4000. L'équipage procède à une difficile approche de non-précision. Lors d'une approche de non-précision, on ne dispose plus des aides à la navigation. Les pilotes doivent se fier à eux-mêmes pour calculer le bon angle de descente afin d'éviter le sol. Nous sommes dans l'axe pour une approche VOR. Volet 5. Confirmé. Volet 5. Ce type d'approche réclame plus de travail de la part des pilotes. L'approche de non-précision est la plus difficile, car elle demande énormément de concentration. Tous les réglages doivent être corrects. American 1572, nous vous informons qu'à cause d'un problème de fenêtre, la tour est fermée. À l'approche de non-précision et au mauvais temps vient s'ajouter un nouveau défi pour les deux pilotes. Reçu. Ils ont une fenêtre qui fuit dans la tour. Dans les aéroports plus importants, la tour de contrôle comporte 2 espaces pour gérer les vols entrants et sortants. Le contrôle d'approche est généralement situé aux étages inférieurs et le contrôle tour tout en haut. Marc Guillot a été responsable du trafic aérien à l'aéroport de Bradley pendant 12 ans. Quand ils sont à 8 km de l'aéroport, le contrôleur d'approche les transfère à la tour qui prendra en charge l'atterrissage et le roulage au sol. Mais la tour est fermée depuis qu'une fuite à une fenêtre a contraint la contrôleuse aérienne à quitter son poste. Les contrôleurs de la tour sont les yeux des pilotes au sol. Ce sont eux qui vérifient que la piste est dégagée et prête pour leur atterrissage. Il n'y a aucun autre trafic. Ils fournissent aussi des informations essentielles pour la phase finale. Volet 11. C'est bon. Les pilotes doivent désormais se fier à leurs propres observations pour se poser en toute sécurité. Les pilotes s'attendaient à ce qu'il y ait quelqu'un dans la tour pour leur indiquer l'état de la piste et leur fournir les informations indispensables. Par exemple, si la tempête avait projeté des objets sur la piste, afin qu'ils puissent atterrir sans danger. Le contrôleur d'approche surveille attentivement le vol. Il remarque que l'appareil s'est écarté de sa trajectoire. American 1572, vous dérivez un peu sur la gauche. Oui, on est un peu trop à gauche. Reçu. À 11 km de l'aéroport, le commandant de bord replace son appareil sur la bonne trajectoire. On sort le train. Train sorti. Je monte dans la tour. Le responsable du contrôle d'approche se porte volontaire pour assister l'équipage du vol 1572. American 1572, il y a quelqu'un dans la tour. Elle n'est pas ouverte officiellement, mais vous pouvez passer sur la fréquence tour. L'équipage a dû être soulagé en apprenant que quelqu'un serait présent dans la tour pour leur fournir les informations indispensables pendant leur approche. Tour de contrôle pour American 1572. Nous sommes à 10 km de la piste 1.5. Atterrissage à votre convenance. La piste paraît dégagée. Bien reçu. C'est toujours au pilote que revient la décision d'atterrir. Mais cette fois, il devait se montrer particulièrement vigilant, car officiellement, il n'y avait personne dans la tour pour les seconder. Volet 40. Les pilotes préparent l'appareil pour l'atterrissage. Volet et bec 40-40, pareil pour l'atterrissage. « 1000 pieds. » OK. Le vol 1572 doit se poser dans 60 secondes. C'était quoi?
Ça sonne de partout, les voyants clignotent, ils doivent réagir. Terrain. À 4 km de l'aéroport de Bradley, dans le Connecticut, le vol American Airlines 1572 heurte quelque chose pendant son approche. Les pilotes doivent immédiatement réagir pour éviter le crash. Remise de gaz. C'est bon. Ils cabrent l'appareil pour tenter d'en reprendre le contrôle. Volet 15, vario positif. Train relevé. Train relevé. Les pilotes remettent immédiatement les gaz. Ils relèvent le train, rentrent les volets, poussent les moteurs à fond, mais tout de suite après, la situation dégénère. Le moteur gauche a lâché. Quelques secondes après la remise de gaz, le réacteur de gauche perd sa puissance. C'est vraiment ce qui peut vous arriver de pire, une panne de moteur. La piste est juste devant. OK. Préviens-les qu'on fait un atterrissage d'urgence. Ok, tour de contrôle. Préparez les secours, nous nous posons sur la piste. On a une urgence avec le 1572. Faites venir les camions. On envoie les véhicules d'urgence. Tandis que les pilotes se préparent à un atterrissage d'urgence, la situation empire. Le réacteur de droite s'arrête à son tour. Le MD-83 se transforme en un planeur géant de 54 tonnes. Ils comprennent que le second moteur est en panne, et pour eux, c'est la double peine. Privé de ses moteurs, l'appareil s'écarte de sa trajectoire. Le commandant tente de le remettre dans l'axe de la piste. C'est bon, tu vas y arriver. Mais il risque de ne pas avoir assez de portance pour atteindre la piste. Le décrochage est un phénomène aérodynamique. Il se produit quand les ailes perdent de la portance. L'avion ne peut plus se diriger. Le seul moyen d'en sortir, c'est de mettre plein gaz, ce qui était impossible pour eux. Tiens bon, mon vieux. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Dieu merci. Tu as réussi. C'est un miracle que le copilote ait vu la piste et que l'équipage ait réagi aussi rapidement. Leur réaction a été excellente. Elle a sauvé de nombreuses vies. Le vol 1572 se pose sans encombre après une approche finale dramatique. Tous ses occupants ont survécu. Miraculeusement, on ne déplore qu'un blessé léger. Les pilotes sont acclamés en héros pour avoir sauvé leur appareil et tous ses occupants. Il est vital de ne jamais cesser de piloter l'avion. Autrement, vous ne serez plus là pour en parler. Les circonstances exactes de ce crash, évitées de justesse, restent pour l'instant totalement mystérieuses. Que sait-on pour l'instant? Les enquêteurs du NTSB, l'agence de la sécurité des transports, sont chargés de reconstituer les événements. Bob Benson est à la tête de cette équipe. J'étais le responsable de cette enquête avec, sous mes ordres, une dizaine de personnes, ainsi que de nombreuses autres venues du privé. L'avion a violemment heurté le sol en arrivant au niveau du seuil de piste. C'est peut-être à cause de ces moteurs? La panne des réacteurs est-elle à l'origine de ce violent atterrissage avant le seuil de piste? Quand on est arrivé sur le site de l'accident, la première chose à faire, c'était bien entendu de procéder à un examen visuel de l'appareil. On dirait qu'il a traversé un champ de bataille. On a d'abord constaté qu'il était très endommagé. Il ressemblait à un B-17 après un raid sur Schweinfurt pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était dans un sale état. Des branches sortaient du train d'atterrissage. Des pales manquaient sur les réacteurs, les volets étaient abîmés. Cet avion était hors d'état de voler. Ils ont touché des arbres. Aucun doute. Et ces moteurs fonctionnaient quand ils ont haché ces branches.
La présence de ces débris végétaux montre que les réacteurs étaient en marche, ce qui soulève une autre question. S'ils fonctionnaient, pourquoi ont-ils touché les arbres? On s'est demandé pourquoi cet appareil avait volé assez bas pour toucher les arbres, tout en réussissant à atteindre la piste. Pour analyser un accident de ce type, classé comme impact sans perte de contrôle, on doit déterminer par où est passé l'appareil, à quel moment et pourquoi. Où exactement ont-ils touché les arbres? Pour comprendre comment l'avion a pu heurter les arbres, les enquêteurs doivent trouver son premier point d'impact. Ils ont touché des arbres au sommet de cette crête, à 4 km au nord-ouest de la piste. On a une équipe sur place. Voyons si la carte mentionne ces arbres ou cette crête. La carte d'approche indiquait l'emplacement de cette crête par un petit point, avec son altitude. Sur la carte, le sommet de cette crête est à 819 pieds. En examinant la carte d'approche utilisée par l'équipage, on a remarqué que la crête était représentée par un simple point avec une altitude 819 pieds. Ça aurait pu être n'importe quoi, un bâtiment, un grand arbre. D'autres compagnies aériennes utilisent des cartes différentes qui précisent les détails topographiques, dont cette crête. L'American Airlines 1572 volait-il trop bas à cause d'une carte d'approche manquant de détails? À quelle altitude ont-ils touché les arbres? Quelle est l'altitude du premier impact? « 771 pieds. » Ils n'auraient jamais dû être aussi près de ces arbres. L'équipe découvre avec surprise que le vol 1572 volait 48 pieds plus bas que l'altitude indiquée pour cette crête lorsqu'il a touché ces arbres. Ils n'étaient pas seulement sous la crête. Ils volaient 309 pieds sous l'altitude minimale de descente. L'altitude minimale de descente, la MDA, est l'altitude la plus basse à laquelle l'équipage peut voler avant d'avoir la piste en visuel. Elle établit une distance de sécurité entre les avions et les obstacles physiques. Ce sont des altitudes contraignantes. Quand on les calcule, l'Agence de l'aviation civile prend en considération tous les obstacles, les arbres, le relief local, pour garantir la sécurité de l'appareil. Pourquoi sont-ils descendus si bas? Ils ont peut-être eu un problème d'altimètre? En découvrant que l'appareil était trop bas, les enquêteurs se sont demandé si l'équipage disposait d'indications fiables. Voyons si le système anémométrique fonctionne. Le système anémométrique est important, car c'est lui qui gère l'altitude, les altimètres, les indicateurs de vitesse et également les indicateurs de vitesse verticale. Les capteurs auraient-ils fourni des données incorrectes aux altimètres de l'avion? Le MD-83 possède 3 séries de capteurs sur son fuselage extérieur. Il mesure la pression de l'air pour déterminer la vitesse, l'altitude et la vitesse verticale de l'appareil. Si l'un de ces capteurs venait à fuir ou à se colmater, il risquerait de fournir des informations inexactes aux pilotes qui penseraient alors se trouver à une altitude inférieure ou supérieure à leur altitude réelle. Si la sonde pitot se bouche, ces instruments essentiels deviennent inutilisables. Cela peut avoir plusieurs causes. Les systèmes anémométriques ont déjà entraîné de graves problèmes, parfois même des crashs. Vous êtes prête? Oui. Ils injectent de l'air sous pression dans le capteur pour vérifier s'il mesure cette pression avec exactitude. Mais il s'agit d'une fausse piste. Le système anémométrique fonctionne. Bien. Allons interroger le contrôleur d'approche. Il faut toujours rencontrer les contrôleurs aériens après un accident. Le contrôleur aérien est souvent la dernière personne ayant parlé à l'équipage avant un accident.
L'équipage a-t-il signalé quelque chose d'inhabituel pendant sa descente? Non. C'était une approche classique, mais la météo n'était pas géniale. Il y avait des courants d'air descendants? Des vents violents auraient-ils entraîné le vol 1572 dans les arbres? Un avion qui rencontre de violents courants descendants peut dégringoler de plusieurs centaines de pieds. Le cisaillement du vent représente un danger pour les avions. En 1985, un violent courant descendant a plaqué au sol le Delta Airlines 191, plus d'1 kilomètre avant la piste à Dallas. 137 personnes ont perdu la vie. En 1994, un an avant le drame évité de justesse du vol 1572 dans le Connecticut, le vol USR 1016 s'était écrasé dans des arbres en tentant de se poser pendant une violente tempête en Caroline du Nord. L'appareil avait ravagé un quartier résidentiel, faisant 37 victimes. Les tempêtes provoquent de terribles cisaillements du vent. On voit parfois des courants ascendants de 320 km/h, suivis une demi-seconde plus tard par un courant descendant de 320 km/h. Il y avait beaucoup de vent autour de l'aéroport. Et quand cet avion est-il arrivé? On avait des vents cisaillants. Les enquêteurs apprennent que les capteurs de l'aéroport ont enregistré la présence de courants descendants. On les a informés. Le temps était agité. Ils savaient ce qui les attendait? Oui. Étant donné les conditions météorologiques du moment et l'instabilité de l'atmosphère, les enquêteurs ont conclu qu'il y avait peut-être eu de violents courants descendant de 300 à 400 pieds par minute. Ils étaient prêts à affronter ces courants descendants? Oui. Des cisaillements du vent auraient pu plaquer l'appareil sur les arbres. Mais un examen attentif de la météo à ce moment-là nous a montré que ce n'était pas le cas. Y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel ce soir-là, en dehors de la météo? Oui. La tour était fermée pour travaux à ce moment-là. Une fuite à une fenêtre. Un des responsables est monté pour s'assurer qu'ils atterrissaient bien. La tour était hors service pendant leur approche? Oui. J'aimerais parler aux responsables qui étaient dans la tour. Bien sûr. Le vol 1572 a-t-il heurté les arbres à cause d'un manque d'assistance de la tour? Le métier de contrôleur est exigeant et demande de la précision. Si la tour ou les radars s'arrêtent de fonctionner, cela peut avoir un gros impact sur le trafic aérien. L'équipage vous a-t-il paru en difficulté pendant l'approche? Non. Tout était normal jusqu'à ce qu'ils demandent la procédure d'urgence. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se trouvaient à 10 km, dans l'axe de la piste. Je leur ai dit qu'ils pouvaient atterrir. Nous sommes à 10 km de la piste 1-5. Atterrissage à votre convenance. La piste paraît dégagée. Bien reçu. Vous les avez autorisés à atterrir? La tour était fermée. Je ne pouvais que les conseiller. C'était à eux de décider s'ils allaient atterrir. Ces conseils sont de simples informations données aux pilotes. Ils peuvent ou non en tenir compte, ce sont eux qui décident. Mais la tour étant fermée, ils n'avaient aucune légitimité pour leur accorder l'autorisation d'atterrir. Les enquêteurs ne savent toujours pas si le mauvais temps et la fermeture de la tour sont à l'origine du non-respect de l'altitude minimale de descente par les pilotes. C'était quoi? Et de la collision avec les arbres. Commençons à 0h53 quand l'équipage contacte la tour. Les enquêteurs se tournent vers l'enregistrement des voix dans le cockpit du vol 1572 pendant son approche, afin de savoir pourquoi l'appareil est descendu trop bas et a heurté les arbres. Atterrissage à votre convenance. La piste semble dégagée. Qu'est-ce que vous avez comme vent? 170 à 2,4. Bien reçu. Ils vérifient la piste et leur communiquent les infos météo. Rien à redire jusque-là. L'équipe entend le responsable donner à l'équipage des conseils pour son atterrissage. C'était une bonne initiative de sa part. Tout le monde ne l'aurait pas fait, étant donné que la tour était devenue insalubre.
Volet 40. Volet et bec 40-40, paré pour l'atterrissage. OK. Descends de 1000 pieds. Je descends de 1000 pieds. C'est bon. Arrêtez ici. 1000 pieds par minute? Impossible. En approchant du sol, l'équipage décide de réaliser sa descente finale à 1000 pieds par minute, c'est-à-dire près du double de la normale. Pour moi, c'est excessif. Rien ne l'obligeait à descendre aussi vite. Surtout pendant une approche de non-précision où vous ne devriez pas descendre sous l'altitude de sécurité. Plus vite vous descendez, plus tôt vous devrez vous mettre en palier. Sinon, vous vous retrouvez sous l'altitude demandée, le temps de corriger et de remonter. D'après leur profil de descente, ils sont à 8 km de l'aéroport et à 1900 pieds. À partir des données de la balise radar du contrôle aérien, les enquêteurs suivent les conversations dans le cockpit du vol 1572 durant toute sa descente. À 1000 pieds par minute, ils se retrouvent sous leur MDA en moins d'une minute. C'est rapide, d'accord, mais le copilote a dû annoncer les altitudes. Pendant la descente de l'appareil, le pilote est censé surveiller la MDA, l'altitude minimale de descente. Le copilote aurait dû annoncer 1000 pieds au-dessus de la MDA au commandant, puis 30 pieds au-dessus, et enfin la MDA. Bon. Écoutons les annonces du copilote. « 1000 pieds. Très bien. Il a annoncé les 1000 pieds. Mais ils n'entendent plus aucune annonce. Le copilote a annoncé les 1000 pieds au-dessus de la MDA. Il n'a pas annoncé les 30 pieds au-dessus de la MDA. Les enquêteurs entendent ensuite quelque chose d'inhabituel. 1080, c'est... OK. T'es en dessous de... C'était quoi? Une seconde. C'était l'annonce de la MDA? Oui, en principe. Les enquêteurs découvrent que le copilote a mal géré les annonces suivantes. Le copilote a commencé son annonce, mais il n'a jamais terminé sa phrase. Il fait une moitié d'annonce pour la minimale. Puis il se tait jusqu'à ce qu'il soit en dessous. Et là, ils ont déjà heurté les arbres. Pourquoi ces pilotes ont-ils commis une erreur aussi grave en pleine phase d'atterrissage? Allons parler au pilote. Dans cette affaire, nous avons eu la chance de pouvoir interroger un équipage vivant. Nous voulions savoir exactement ce qu'ils avaient en tête durant l'accident. Racontez-moi ce que vous avez fait à 6 km de l'aéroport en approchant de l'altitude minimale de descente. Le temps était exécrable. On était parti avec 2 heures de retard. Je surveillais les instruments. « 1080, c'est... OK. Bien, et ensuite? On approchait de l'altitude minimale de descente. J'ai cherché à voir l'aéroport. Quand j'ai de nouveau regardé à l'intérieur, on était sous la minimale. Tu es sous... C'est bon. Quand il a regardé à l'extérieur, il a cessé de surveiller les instruments comme il était censé le faire. La procédure veut que le copilote ait le regard fixé sur l'altimètre, le compas et les autres instruments du cockpit, tant que le commandant ne dit pas « Je vois la piste ». Vous n'avez pas demandé une remise de gaz? On n'a pas eu le temps. On a tout de suite touché les arbres. C'était quoi? C'était une soirée stressante. Il y a peut-être eu une saturation des tâches. Ce vol avait commencé tranquillement, avec quelques soucis météo, quand soudain tout a basculé. Un truc ne colle pas. Le copilote n'a pas pu atteindre la minimale en quelques secondes avant de toucher les arbres. C'était peut-être un problème de calage d'altimètre.
Les pilotes doivent calibrer leurs altimètres en fonction de la pression atmosphérique extérieure. Celle-ci peut changer drastiquement lorsque la météo est mauvaise. Les pilotes recalibrent fréquemment leurs altimètres afin d'obtenir en permanence une altitude exacte. Le calage des altimètres est essentiel. On ne peut pas faire une approche par mauvais temps si on ne sait pas à quelle altitude on est. Voyons quel réglage ils ont utilisé. Quel déluge. J'ai vu ça. La tempête qui sévissait dans la région à ce moment-là a provoqué une chute rapide des pressions. Dans ces cas-là, vos altimètres se dérèglent vite. Et si vous ne les recalez pas, vous allez voler plus bas que vous ne le pensez. C'est là. Le régulateur leur a transmis un calage altimétrique à 29,23. Les enquêteurs vérifient si les pilotes du vol American Airlines 1572 ont correctement calé leurs altimètres pendant leur approche, en pleine tempête, sur l'aéroport de Bradley. Quelle heure était-il? Minuit 30. « 25 minutes avant qu'ils touchent les arbres. » Avec une météo aussi instable, ils ont certainement reçu une mise à jour de la tour de contrôle de Bradley. Parmi les choses que les équipages attendent des contrôleurs aériens, il y a les mises à jour les plus fréquentes possibles sur les conditions météo, afin de procéder à des ajustements si nécessaire. Voilà, ils ont d'abord contacté le contrôle d'approche à minuit 43. Approche de Bradley pour American 1572. Nous sommes à 11 000 pieds. Les enquêteurs espèrent que le contrôleur d'approche a bien transmis à l'équipage les mises à jour météo et le calage des altimètres. Le contrôle d'approche communique le calage altimétrique lors du premier contact, quand un appareil entre dans son espace aérien. Cette altitude est également affichée dans la tour. American 1572 pour approche de Bradley. Faites une approche VOR pour la piste 1.5. Mais il ne fournit aucune mise à jour. Le contrôle d'approche n'a pas mis à jour leur calage altimétrique, alors même que la pression chutait rapidement. L'approche ne leur transmet rien du tout avant de les transférer à la tour. Pourquoi le contrôleur d'approche n'a-t-il transmis aucune mise à jour météo? Bonne question. Allons lui demander. Les enquêteurs ont été étonnés par le fait que les contrôleurs aériens de la tour de Bradley n'avaient pas transmis aux pilotes les derniers calages altimétriques. Vous nous avez dit que le temps était agité ce soir-là. Oui, il était très changeant toute la soirée. Quel était le calage altimétrique de l'aéroport au moment de l'accident? Voyons voir. 29,15. Les enquêteurs découvrent que le calage altimétrique au moment de l'accident diffère de celui initialement transmis aux pilotes. Pourquoi n'ont-ils pas reçu le dernier réglage? 29,15. J'ai oublié de le leur donner. Il arrive qu'à force de répéter les mêmes actions, on entre dans la routine. Alors, en fin de soirée, quand il n'y a presque plus d'activité, certaines choses passent parfois à la trappe. On s'est interrogé sur cette excuse, mais bon, c'est comme ça. En conclusion, les pilotes n'avaient pas le dernier calage pendant leur approche. On a le calage altimétrique au moment de l'accident. La comparaison des deux calages leur indiquera de combien de pieds l'appareil était descendu sous l'altitude préconisée. 0,08. La différence entre le calage altimétrique qu'ils avaient entré dans leurs instruments et le calage réel était d'environ 0,08 pouces de mercure, ce qui correspondait à 76 pieds. À cause des réglages obsolètes, les pilotes ont eu une altitude supérieure de 76 pieds à la réalité. Ce résultat est révélateur. Quand on est près du sol, 76 pieds, ça peut tout changer. Quand vous atteignez l'altitude minimale de descente et que vous y maintenez l'appareil, ces 76 pieds deviennent cruciaux. Est-ce qu'ils auraient heurté quelque chose s'ils étaient restés 76 pieds plus haut? On sait qu'ils ont touché les arbres à une altitude de 771 pieds. Si on y ajoute ces 76 pieds, Ils n'auraient rien touché. aucune collision.
S'ils avaient reçu les bons calages altimétriques, même en volant sous la MDA, ils se seraient trouvés 76 pieds plus haut. Et on ne serait pas là pour en discuter parce qu'ils auraient évité les arbres. Mais ça n'explique pas ce qu'ils faisaient 309 pieds sous leur altitude minimale de descente. 76 pieds sont dus au contrôleur. Les 233 pieds restants proviennent d'une erreur de pilotage. L'équipage ne pouvait pas tout contrôler, mais le commandant et le copilote auraient dû s'apercevoir qu'ils volaient sous la MDA. C'est ce qui a provoqué l'accident. Au bout du compte, c'est dû à une décision de l'équipage. Les enquêteurs peuvent maintenant reconstituer ce qui est arrivé au vol 1572. Les calages altimétriques obsolètes et le mauvais temps n'ont laissé pratiquement aucune marge d'erreur à l'équipage pendant son approche. Quand ils se sont mis à descendre trop vite et qu'ils sont passés sous l'altitude minimale, il leur a été impossible de redresser sans toucher les arbres. Il reste pourtant un mystère à élucider. Comment, malgré la collision avec les arbres, ont-ils réussi à se poser? Voilà les données de la boîte noire. Les enquêteurs vont exploiter les informations apportées par l'enregistreur de données de vol pour tenter de comprendre comment l'équipage a réussi à reprendre en main l'appareil après avoir heurté les arbres. Bon, ils touchent les arbres et immédiatement après, ils tirent les volets à 15 et remettent les gaz à fond. La boîte noire montre que l'équipage a très vite configuré l'avion pour une remise de gaz. Vas-y, remise de gaz. C'est bon. Volet 15. Vario positif, train relevé. Train relevé. Mais tout au début de la remise de gaz, ils perdent le moteur gauche. Les réacteurs de l'appareil ont en fait avalé des branches d'arbres. Le moteur gauche a lâché. Puis c'est le moteur droit. On a un scénario où un événement catastrophique vient de se produire. Ils ont traversé un rideau d'arbres au sommet d'une crête à 4 km de la piste. L'appareil perd alors instantanément ses capacités. Ils étaient cabrés, ils perdaient de la vitesse et les deux moteurs étaient HS. Ils étaient bien partis pour décrocher. D'un seul coup, ils ont perdu de la vitesse. L'appareil était cabré, ça ne pouvait pas arriver à un pire moment. Si un avion vole, c'est grâce à sa vitesse. S'il n'a plus assez d'air pour ses ailes, il cesse de voler. C'est ce qu'on appelle le décrochage. La piste est là, droit devant. Heureusement, le pilote a vu la piste. Il devait poser l'appareil très rapidement, car il n'allait pas voler longtemps sans moteur. OK. Dis-leur qu'on se pose, que c'est une urgence. Il doit de nouveau reconfigurer l'appareil. N'oubliez pas que tout se déroule en quelques secondes. Il faut surtout qu'il conserve le peu d'altitude et de vitesse qui lui reste pour atteindre l'aéroport. En matière de pilotage, c'est très délicat, car il n'a plus de puissance. Il faut qu'il échange de l'altitude contre de la vitesse. On sait que leur volet était entièrement sorti à 40. Volet 40, au maximum. Volet au maximum. Il lui faut un petit quelque chose en plus pour dépasser la clôture du terrain. Voilà pourquoi il sort ses volets à 40 degrés. La traînée des volets ralentit l'avion, mais pendant quelques secondes, elle le soulève. En sortant leur volet à 40 degrés, ils modifient la courbure de l'aile, ce qui augmente sa portance et leur fournit ce petit plus qui leur permet d'aller plus loin. S'ils n'avaient pas fait ça, ou s'il avait attendu, cet accident aurait pu tourner à la catastrophe. C'est bon, tu vas y arriver. Ils se sont posés en planant. Malheureusement, il manquait de vitesse et d'altitude. Alors ils se sont posés trop tôt et ils se sont vautrés sur la piste. Ils ont fait des erreurs. Ils ont touché ces arbres, et en même temps, ils ont atterri magistralement. Une formidable démonstration de pilotage.
Cet équipage a parfaitement géré ses ressources pendant la situation de crise qui a suivi la collision avec les arbres. Ils ont coopéré, ils n'ont pas paniqué. Ces deux hommes ont travaillé en équipe d'une façon remarquable. À la fin de l'enregistrement, on ne peut s'empêcher de frissonner quand, après l'atterrissage, le copilote dit « Dieu merci, tu as réussi. » C'est un accident que probablement peu de gens connaissent. Mais c'est parce que l'appareil a pu se poser sans faire de victimes. L'exploit du commandant de bord n'atténue pas la responsabilité de l'équipage. Dans son rapport, le NTSB conclura que cet accident est probablement dû au fait que l'équipage a volé sous l'altitude minimale de descente avant de voir la piste. Nous estimons que cet accident a pour principale origine une mauvaise surveillance de leur altitude par les pilotes. Ils auraient dû se mettre en palier à un moment donné, ce qu'ils n'ont pas fait. Après cet accident, American Airlines a augmenté la MDA de 100 pieds et la visibilité requise de 800 mètres pour les approches de non-précision à l'aéroport de Bradley. Quel déluge! Le NTSB recommande également que sous certaines conditions météorologiques, lorsque les pressions chutent rapidement, les contrôleurs diffusent plus fréquemment les derniers calages altimétriques. Le contrôleur d'approche doit transmettre le dernier calage altimétrique. Cela n'a pas été le cas. Il est important de comprendre qu'en matière de responsabilité, c'est le commandant qui prend les décisions pendant le vol. C'est lui qui est responsable en définitive de la sécurité du vol. Dans cette affaire, il n'a pas vérifié qu'il avait bien des derniers calages altimétriques. C'est un accident qui a beaucoup compté pour moi, car c'est l'un des rares qui n'a pas fait de victimes. Mais le Bureau de la sécurité a quand même proposé de très bonnes recommandations pour limiter certains des facteurs en cause.